La bagarre définit un échange de coups, une rixe provoquant une mêlée et un tumulte. Les chroniques La Bagarre, comme leur nom l'indique, s'intéressent à ce noble art et plus particulièrement à la bagarre au cinéma. Débutons ce périple qui nous mènera aux quatre coins du ring, par un pays d'Asie du Sud-Est et ses arts martiaux reconnaissables entre tous, l'Indonésie et le pencak silat. Débutons par une session histoire-géographie de rattrapage pour les élèves du fond trop occupés à sniffer du Tipex ou à foutre le feu en foirant une chicha double pomme. La République d'Indonésie est un pays d'Asie du Sud-Est limitrophe par terre et ou par mer de la Malaisie, de Singapour et de l'Australie. L'histoire moderne de l'archipel est marquée par la présence durable des Néerlandais qui squattent au calme et foutent, pour être poli, le Bronx. L'Indonésie finit par taper du poing sur la table et se proclame indépendante en 1945. Un demi-siècle plus tard, en 1998, le pays cède à l'appel de la démocratie. Et la raison pour laquelle je vous obstrue les synapses avec ça est simple. Le cinéma indonésien est intrinsèquement lié à son histoire coloniale, aussi bien dans les thématiques abordées que dans la production à proprement parler. Si Pitoeng, sorti en 1931 et réalisé par les frères Wong, fut le premier film d'action indonésien. On parle alors des Indes orientales néerlandaises et narre les aventures de Pitoeng, un bandit dérobant les riches et les collabos. 1940. Voilà le premier tournant majeur du cinéma d'action indonésien. Au cours de l'année, 3 films, soit Harta Berdara, Kedok Ketawa et Rejong Aceh, pardon pour la prononciation hasardeuse, débarquent dans les salles obscures. Puis vient la Seconde Guerre mondiale, l'occupation japonaise et les mouvements séparatistes, la triplette du parfait frein aux élans bagarreurs et cinématographiques de l'Indonésie. Il faut attendre plus de 40 piges pour assister au véritable début du cinéma de baston indonésien. Des débuts symbolisés par le trio d'acteurs Adven Bangun, Eva Arnaz et surtout Barry Prima, des stars dans leur pays n'ayant jamais percé à l'international. Et quel premier rang de mes aïeux. Faites place à un cinéma fauché et haut en couleur. Les réalisateurs indonésiens en service dans les années 80 et la boîte de prod Sami ou Rapi Films s'inspirent du cinéma d'exploitation américain et se lâchent. La saga Jaka Sembung est à l'image de ce cinéma décomplexé et souvent expérimental, bien malgré lui. Entre 1981 et 1990, ce personnage symbole de la lutte face à l'envahisseur néerlandais et interprété par un Barry Prima tout en élégance capillaire, pulvérise son marché domestique. Ces films cultes en Indonésie et ignorés du reste du monde symbolisent ce cinéma de bout de ficelle privé de toute grammaire cinématographique, mais mu par une volonté de faire et une passion pour le bricolage. Et si vous êtes un fan inconditionnel de Conan le Barbare, faites-vous un kiff et matez Coral le Justicier ou Golok s'étend de son titre original avec Barry Prima en tête d'affiche, oui, encore lui, un instant norvégien, une petite douceur le temps d'un dimanche pluvieux. Les femmes ne sont pas en reste et claquent aussi du high kick rotatif à quittant la joue. Eva Arnaz représente ce cinéma d'action féminin qui malheureusement ne vole pas bien haut. Furious Female Freedom Fighters et sa suite Point d'acier contre main de fer. Voici 2 bons nanars des familles sans oublier les 3 furies du ninja, un visionnage difficile, une épreuve d'abnégation. Tout n'est pas à jeter pour autant. Le cinéphile en moi aura toujours une once de tendresse pour ce cinéma de la débrouille. Oui, objectivement, les films cités piquent la rétine, mais il y a encore du bon en lui. La machette, symbole affûté de la baston made in Asia, ce sens du crédible et du gore pour tout ce qui touche aux blessures et surtout cette recherche de continuité dans les combats, tout y est. Sale, mal dégrossi, maladroit, et pourtant le germe du cinéma indonésien prend racine dans cette filmographie alternative. Je ne peux décemment quitter les années 80 sans avoir mentionné Rambo the Intruder, le Rambo indonésien. Avant de sortir la tête de l'eau, il faut avoir touché le fond. Après s'être approprié le cinéma d'exploitation américain durant une décennie, le cinéma indonésien invite l'oncle Sam à taper le bout de gras. Pour ce qui est de l'émancipation, on repassera. Au début des années 90, Rapi Film cherche à internationaliser ses productions. Rien de plus simple. La société indonésienne s'offre les services des seconds couteaux du cinéma américain, David Bradley, Billy Drago et des réalisateurs occidentaux pour
refaire un film existant, ou presque. C'est ainsi que Cynthia Rothrock, star de la Golden Harvest à Hong Kong, et David Worth, co-réalisateur du cultissime Kickboxer, collaborent sur Lady Dragon, un copier-coller sans âme de Je vous le donne en mille, Kickboxer. La présence d'une grande blonde kickant des molaires oblige, ce film sorti en 92 et sa suite qui n'en est pas une, Lady Dragon 2, implique du voyeurisme et un rapport non consenti. La vengeance étant centrale dans ses productions au scénario bas du front tenant sur un post-it humide. Le cinéma d'action indonésien abandonne ce qui le caractérise et perd pour moi son identité. Certains combats et enchaînements méritent clairement le coup d'œil, ne serait-ce que pour ce sens de l'impact et ses training sessions qui, encore aujourd'hui à plus de 30 piges, me chatouillent le bas du ventre. Fort heureusement, ce cinéma d'exploitation opportuniste accouchant de produits génériques est sur le point de se manger une bonne vieille claque à l'ancienne. Le plaisir est palpable, l'attente insoutenable. Pour le commun des mortels, le cinéma d'action indonésien prend vie en 2011. The Raid de Gareth Evans colle alors un uppercut mémorable au 7e art et propulse la baston sur le devant de la scène. Mais les puristes le savent, The Raid est la destination. Merrento, sorti 2 ans auparavant, voilà le véritable voyage initiatique du réalisateur gallois et de plusieurs acteurs devenus incontournables quand il s'agit de coller des marrons. Donny Alamsyah, Yayan Ruya et surtout Iko Uwais. Merrento passe visiblement inaperçu et obtient une reconnaissance, disons-le, posthume. Pour The Raid, c'est une autre paire de manches, le penchak silat, terme générique pour désigner les différents arts martiaux originaires de l'archipel indonésien, mais chaos technique, le cinéma de baston traditionnel, un scénario limpide, un immeuble infesté de gangsters et des scènes d'action encore jamais vues, la recette est simple et diablement efficace. Le réalisateur britannique en remet une couche 3 ans plus tard et autant le dire sans détour, personne, je dis bien personne n'était prêt. The Raid 2 déboule pleine balle en 2014 et explose tout sur son passage. The Raid premier du nom n'était qu'un galop d'essai. The Raid 2 est un bijou martial et cinématographique, un polar chirurgical violent et contemplatif, une ode sanglante à la baston dans ce qu'elle a de plus noble. Gareth Evans quitte après ça le business indonésien du talon chicot éclaté, direction l'Europe, histoire de réaliser les épisodes 1 et 5 de la série Gangs of London. Et que dire si ce n'est merci pour ces instants où la chair percute la chair. La relève est assurée dès 2016 par les frères Mo, et cette nouvelle génération d'acteurs combattants Headshot enfonce le clou et appuie là où ça fait mal, quitte à faire parfois dans la surenchère. Le passé horrifique des deux réalisateurs suinte à l'écran et s'insinue un peu partout. Ça gicle, ça coupe, ça brûle, tout en restant crédible, à la différence de The Night Come For Us qui abandonne toute notion du réel pour dépeindre une fable ultra gore et surjouée. L'hémoglobine coule à flot, beaucoup trop, au point de frôler dangereusement le grand n'importe quoi. Le dosage n'est pas une science exacte, mais doser au tractopelle n'est clairement pas une solution viable. Il n'en demeure pas moins que The Night Come For Us mérite un ou plusieurs rounds. Ne serait-ce que pour voir et revoir une boîte crânienne faire de la mousse, oui, de la mousse. Le cinéma indonésien n'échappe pas bien longtemps à la vague super-héroïque qui déferle sur le monde. De cet amour pour les collants et les cabrioles naît Garuda Super-Héros, Gundala et surtout Valentine The Dark Avenger, le premier d'une série de films adaptés d'un comics indonésien. Et si je vous déconseille de vous pencher sur Foxtrot 6, un The Expendables du pauvre, je ne peux que vous conseiller Buffalo Boys, un western indonésien sachant s'approprier les codes du genre pour les faire siens. Dernier film pour la route, Message Man, ou le chaînon manquant de la baston sur grand écran liant à jamais l'Occident et l'Indonésie. Le cinéma indonésien est-il si caractéristique, si singulier au point d'être facilement identifiable? J'aime à le croire. Il s'est forgé, film après film, sa propre identité. Les thématiques abordées sont une première piste à explorer. Les films Jaka Sembung et Buffalo Boys exorcisent l'ère coloniale. Les The Raid et Valentine s'attaquent à la corruption qui gangrène l'administration du pays. Le fond a son importance, mais c'est bel et bien par la forme que le cinéma d'action indonésien s'est taillé une réputation. La violence ultra-graphique est une spécificité héritée des productions horrifiques du pays. Le réalisme des blessures, cette recherche de crédibilité à l'impact et la conséquence directe sur le corps humain d'une lame de massicot, d'un AK-47 ou seulement d'un point frappant encore et encore et encore et encore et encore un visage ou ce qu'il en reste, le cinéma indonésien marque autant le corps que l'esprit.
Pour ce faire, la caméra devient un personnage à part entière, une sorte de ninja se faufilant entre les combattants pour suivre coûte que coûte l'action et offrir au spectateur le point de vue le plus optimal. Un changement de plan est ici une obligation et non le fruit d'un monteur défoncé au speed. La mise en scène se veut agressive, le point de vue du réalisateur documentaire. L'action est filmée au plus près afin d'accentuer cette violence graphique et ces coups qui en réalité sont portés à vitesse et puissance réduite. Enfin réduite, c'est vite dit. Mais ce n'est pas tout. Un film qui cavale pendant 120 minutes et souffle le spectateur. Le sens du rythme exige de savoir prendre son temps, de s'enraciner pour mieux repartir de plus belle. Au-delà des qualités visuelles et d'un sens de l'esthétisme qui touche à la mélancolie, le cinéma indonésien confronte le réel et sa violence à l'onirisme d'un instant en suspens. C'est ainsi que se termine notre voyage sur les terres de ce cinéma coup de coude qui personnellement m'a ému, énervé, touché avant de me mettre KO. Le cinéma indonésien est un art pétri de bonnes intentions, en espérant qu'il puisse échapper à l'américanisation galopante du 7e art.